Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Je suis le professeur Olivier Hanon. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire avec le professeur Atul Pathak et le professeur Jean-Philippe Azoulay sur une thématique qui est assez rare, hein, puisque webinaire sur la thématique de l'hypotension orthostatique, on n'en voit pas souvent, donc j'espère qu'on va apprendre plein de choses. Et la méthodologie de ce webinaire est de faire une approche pluridisciplinaire, et je pense que c'est vraiment comme ça qu'on apprend le plus. Donc moi je suis professeur de gériatrie, donc je donnerai la vie gériatrique. Le professeur Atul Pathak, qui est chef de service de cardiologie à Monaco à l'hôpital Princesse Grasse, donnera la vie du cardiologue. Et le professeur Jean-Philippe Azoulay, qui est professeur de neurologie à Marseille à la Timone, donnera l'avis du neurologue. Vous aurez possibilité de voter quand on va vous poser des questions sur des quiz, et vous aurez aussi à la fin possibilité de participer à une discussion que j'espère animer par le biais du chat, et on sera tous les trois pour vous répondre. On remercie le laboratoire HAC Pharma qui nous permet de réaliser ce webinaire sur l'hypotension orthostatique. Et donc, je donne la parole tout de suite au professeur Atul Pathak pour l'avis du cardiologue et notamment la définition. Merci Olivier. Visiblement, je vois qu'on est très nombreux, donc ça montre bien l'intérêt de la thématique. On est plus de 560 personnes inscrites. Donc, pour ma part, merci de m'accueillir. Je vais essayer, moi, de parler aux cardiologues et à tout le monde, bien sûr, mais peut-être avec une vision un peu cardiologique. Donc, la définition, tout d'abord, c'est une définition très simple, c'est tirée d'un consensus d'experts que je vous invite à télécharger, qui est sur le site de la Société française d'hypertension artérielle, où on a contribué avec Olivier à mettre en place un petit peu ces différents éléments. Donc, la définition, c'est une définition hémodynamique simple. On parle d'hypotension orthostatique lorsque, à l'orthostatisme, un patient a une diminution de la pression artérielle systolique d'au moins 20 mm et ou de la pression artérielle diastolique d'au moins 10 mm de mercure, l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Dans les 3 minutes, ce temps est important, je reviendrai là-dessus, peu importe qu'il y ait des symptômes ou non. Donc, c'est une définition hémodynamique pure basée sur la chute de pression artérielle. Est-ce que c'est important? Oui, parce que vous savez, nous, cardiologues, on est excités à chaque fois qu'on nous parle de morbimortalité. Eh bien, Olivier Hanon vous le rappellera, mais l'hypotension orthostatique est un facteur de risque de mortalité totale cardiovasculaire, que ce soit par AVC, par maladie de cardiopathie ischémique. Quand on a de l'hypotension orthostatique, quand on dépiste de l'hypotension orthostatique, on dépiste un patient à risque. Chez qui faut-il dépister cette hypotension orthostatique? Le professeur Azoulay nous rappellera le grand champ des pathologies neurodégénératives, mais de façon générale en cardiologie, chez un hypertendu, chez un sujet, chez un patient diabétique ou qui a une maladie rénale chronique, et puis dans des situations qui sont cliniquement évocatrices. Alors, ce diagnostic, il repose bien sûr sur un certain nombre d'événements ou d'éléments d'environnement. Il faut faire cette recherche d'hypotension orthostatique plutôt couché debout, mais on tolère le assis debout chez les sujets parfois âgés, plutôt avec un appareil de mesure adapté, donc plutôt un appareil de tension électronique. Après quelques minutes de repos, température ambiante et vessie vide pour ne pas perturber les paramètres que vous mesurez. Mesure à 1 et à 3 minutes, je vous ai dit, ce couperet des 3 minutes est important. Et si vous avez une suspicion clinique forte, mais que l'exploration est négative, il ne faut pas hésiter à répéter la mesure. Donc, pour l'instant, il vous faut un appareil de pression artérielle. Mais ce qui est très important, c'est peut-être la chose la plus importante à retenir dans mon topo, c'est qu'il faut essayer de mesurer de façon concomitante la fréquence cardiaque. D'où l'intérêt des appareils de mesure automatiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est grâce à cet algorithme très simple, mesure de tension, mesure de fréquence cardiaque, que vous allez pouvoir avancer dans le diagnostic étiologique. En fait, il y a 2 grandes familles d'hypotension orthostatique. Les hypotensions orthostatiques secondaires. Secondaires à quoi? Eh bien, nous, quand cardiologues, on est trop fort avec le traitement antihypertenseur, quand on a trop déshydraté nos malades, quand il y a une insuffisance veineuse, eh bien, vous avez une hypotension orthostatique dite secondaire. Et cette hypotension secondaire, elle se caractérise par la chute tensionnelle, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, mais par une accélération de la fréquence cardiaque qui témoigne de l'intégrité de l'arc paro-réflexe. À la différence des hypotensions orthostatiques neurogènes,
où vous avez là aussi une baisse de la pression artérielle, mais sans accélération de la fréquence cardiaque, et vous rentrez alors dans le champ plutôt des pathologies neurodégénératives ou neurologiques, et le professeur Azoulay vous en reparlera. Donc les causes secondaires, c'est-à-dire l'hypotension associée à la tachycardie, ce sont les causes que nous, cardiologues, on connaît ou dont on est responsable. L'utilisation des vasodilatateurs, qu'ils soient directs ou cachés, certains médicaments, vous avez la liste ici, vous la retrouverez dans le papier de consensus. Donc, finalement, la iatrogénie, et pour nous cardiologues, l'utilisation abusive des antihypertenseurs ou l'utilisation des vasodilatateurs cachés, l'effet alpha-bloquant des neuroleptiques, l'effet parfois de certains antiparkinsoniens, mais tout ceci peut entraîner une hypotension orthostatique secondaire, c'est-à-dire avec accélération de la fréquence cardiaque. Ou des situations d'hypovolémie relative ou réelle, mais la déshydratation chez quelqu'un chez lequel on a un peu forcé avec le Lasix, quelqu'un qui a le régime désodé, quelqu'un qui est dénutri, quelqu'un qui a une anémie ou une insuffisance veineuse, eh bien, ce sont des gens qui ont une hypotension orthostatique secondaire par action péjorative de ce que l'on fait. Et puis, si votre hypotension orthostatique, elle n'est pas associée à une accélération de la fréquence cardiaque, si votre arc baroréflexe ne fonctionne pas, alors on ira plutôt dans le champ des causes neurogènes, et on reviendra là-dessus lorsqu'on abordera cela avec le professeur Azoulay, mais il faudra y penser, logiquement, devant des anomalies du système nerveux autonome détectables sur le plan clinique, mais aussi lorsque cette fréquence cardiaque n'augmente pas, ou, et je reviendrai là-dessus, si vous avez des anomalies à la MAPA, parce que souvent cette hypotension orthostatique neurogène, elle associe hypotension orthostatique et hypertension de décubitus, qu'on appelle à tort hypertension de nuit, mais en fait c'est tout simplement qu'à chaque fois que ces patients se couchent, leur pression artérielle augmente, c'est vraiment ça l'essence même de la dysautonomie, on a une anomalie de régulation, quand on se met debout, l'organisme devrait nous protéger et maintenir la pression artérielle normale, elle baisse. Quand on se couche, on devrait se reposer, la pression artérielle devrait diminuer, elle augmente, c'est la dysautonomie, c'est un marqueur indirect d'hypotension orthostatique neurogène. Donc, très important, le diagnostic, c'est un diagnostic manométrique, on mesure la pression, on mesure la fréquence cardiaque et on fait le diagnostic d'hypotension orthostatique dite neurogène. Et j'attire votre attention qu'il n'y a pas de corrélation entre la chute tensionnelle et la sévérité des symptômes. On peut avoir des gens asymptomatiques qui ont des chutes fantastiques et on peut avoir des gens très symptomatiques qui ont des chutes tensionnelles à minima. Le concept d'hypotension orthostatique sévère n'existe pas. Pourquoi j'ai insisté sur les 3 premières minutes? Parce qu'en fait, ça va vous permettre de dissocier d'autres champs nosologiques. On ne les abordera pas tout de suite aujourd'hui, mais peut-être au moment des questions-réponses. Mais par exemple, la fameuse syncope vagale, que les cardiologues connaissent bien, le malaise vagal, il survient après 3 minutes. Le syndrome de tachycardie orthostatique, posturale orthostatique, là, c'est une accélération de la fréquence cardiaque, mais à plus de 30 battements par rapport à la fréquence cardiaque de base. Ou l'intolérance transitoire à l'orthostatine, qui est une maladie où les choses marchent, mais avec un petit peu de retard. Donc, les 3 minutes sont importantes. Je passe. Il y a d'autres moyens plus complexes d'identifier une hypotension orthostatique neurogène. Au-delà de ce schéma, vous avez ici 2 exemples d'hypotension orthostatique. En bas, en ligne continue verte, quelqu'un chez lequel la fréquence cardiaque ne bouge pas, elle est fixe, c'est l'hypotension orthostatique neurogène. Et en haut, ce petit trait pointillé de fréquence cardiaque qui augmente, c'est l'hypotension orthostatique secondaire. La MAPA, je vous ai dit, elle est très importante parce qu'elle peut faire évoquer le diagnostic d'hypotension orthostatique. Ce sont des gens qui ont des grandes variabilités tensionnelles. Quand vous regardez la déviation standard, elle est très importante. C'est souvent parce que la tension fluctue. Elle baisse énormément parce qu'il y a une hypotension orthostatique ou elle augmente énormément la nuit. Vous avez ici une MAPA assez caricaturale de ces gens qui ont une hypotension orthostatique neurogène. Vous voyez ces grandes chutes tensionnelles, parfois à des temps caricaturaux, le matin au lever, après le déjeuner, l'hypotension orthostatique postprandiale, et puis ces élévations tensionnelles, soit lorsque les patients font la sieste, soit lorsqu'ils se couchent. Dans 50% des cas, vous avez hypotension orthostatique neurogène et hypertension artérielle de décubitus. Après, il y a d'autres tests pour évaluer non pas la pression et la fréquence cardiaque, mais le statut neurologique des patients. Ils sont souvent faits dans des laboratoires d'exploration du système nerveux autonome. Par exemple, le test simple à faire au lit du malade qu'une infirmière pourrait faire, le test de respiration ample. Normalement, vous avez une variation de la fréquence cardiaque entre l'inspiration et l'expiration. Eh bien, quelqu'un qui a une hypotension orthostatique neurogène, quelqu'un qui a une dysautonomie peut avoir un amoindrissement de cette fluctuation de la fréquence cardiaque entre l'inspiration et l'expiration. C'est un marqueur indirect qui peut vous aider à faire le diagnostic d'une hypotension orthostatique neurogène. De même, la fluctuation de fréquence cardiaque entre la position assise ou couchée et la position debout
ou même des tests plus complexes qui vont utiliser des dispositifs de la sorte, comme on a ici dans notre laboratoire, le phénomètre, qui va vous permettre de mesurer la pression artérielle en bit to bit, comme le rythme cardiaque, comme un électrocardiogramme. Et vous voyez que lorsqu'on fait cette manœuvre dite de Valsalva, on fait souffler quelqu'un à une pression constante pendant 15 secondes, et bien que se passe-t-il avec la pression? Au début, la pression augmente, puis elle diminue au moment de l'effort expiratoire, effort à glotte fermée, et puis on observe à l'arrêt de l'effort expiratoire un petit rebond qu'on appelle le overshoot. Ça, c'est une fluctuation de tension normale chez quelqu'un qui fait une manœuvre de Valsalva. Vous voyez en miroir que quand la pression artérielle augmente, la fréquence cardiaque baisse. Quand la pression artérielle baisse, la fréquence cardiaque augmente. C'est donc un test de Valsalva normal. Et ici, à droite, en C et en D, un test de Valsalva atypique. Vous voyez cette chute lente, inexorable de la pression artérielle chez quelqu'un qui a ici une maladie de Parkinson et l'absence de rebond tensionnel à l'arrêt de l'expiration, l'absence d'overshoot avec une fréquence cardiaque qui est quasiment fixe. Donc, une façon plus fine de dépister cette hypotension orthostatique neurogène. Pour nous, cardiologues, il y a des moyens plus techniques, l'analyse spectrale de la variabilité sinusale qui vous permet de différencier des gens qui ont ou pas une dysautonomie cardiaque, des techniques plus invasives comme l'étude de la microneurographie, et puis des techniques d'imagerie, et probablement que le professeur Azoulay en parlera, pour différencier ces hypotensions orthostatiques neurogènes associées à des atteintes centrales ou périphériques, où le recours à la scintigraphie ou MIBG peut identifier des gens qui ont une dénervation cardiaque et faire la part entre dénervation centrale et périphérique. Donc, le cardiologue, il a un rôle très important chez les patients qui ont une hypotension orthostatique neurogène, c'est d'apprécier l'environnement. Parce qu'on sait que l'hypotension orthostatique neurogène, quelle que soit son étiologie, est souvent associée à des comorbidités cardiaques, davantage d'HVG, hypertension de décubitus, davantage de modification de la repolarisation, ce très beau travail dans Journal of Neurological Science qui avait étudié l'intervalle QT chez des gens selon la nature de leur dysautonomie, maladie de Parkinson, MSA ou maladie paralysie supranucléaire, et on voit effectivement qu'il y a un allongement de l'intervalle QT. Donc on a un rôle d'évaluation cardiologique lorsqu'on voit des gens qui ont une hypotension orthostatique neurogène, car ces malades ont des anomalies cardiologiques sous-jacentes. Pour terminer, un mot sur cette fameuse hypertension de décubitus. Je vous remets ici une MAPA, parce que vous allez faire des MAPA en tant que cardiologue, qui vont bien sûr vous montrer ces chutes tensionnelles qui sont à l'origine de cette grande variabilité tensionnelle à la MAPA, chute tensionnelle au lever, chute tensionnelle après le repas, chute tensionnelle au lever après la sieste, et puis ces hypertensions de décubitus que l'on voit lorsque les gens font la sieste ou lorsqu'ils se couchent. Et il y a, à mon avis, un point très important autour de cette hypertension artérielle de décubitus, parce qu'on sait que cette hypertension de décubitus, elle est facteur de risque d'un grand nombre de complications, et probablement que le professeur Anon abordera cela. Un mot sur cette hypertension de décubitus, qui est fréquente, qui est associée souvent à une natriurèse exacerbée qui va conduire la nuit les patients à se lever et elle va entraîner donc une hypotension orthostatique et chute, et qui est associée à un pronostic défavorable chez les patients. Donc cette hypertension de décubitus, elle se définit comme un diagnostic d'hypertension traditionnelle, pression artérielle élevée, au-dessus de 140/90, mais au moment où les patients sont couchés. Donc ce n'est pas que de l'hypertension de nuit, c'est bien de l'hypertension de décubitus, et elle se retrouve quasiment chez 50% des patients qui ont une hypotension orthostatique dite neurogène. Est-ce qu'il faut la traiter? Alors ça, c'est compliqué, parce que la plupart des patients qui ont ce type de phénotype sont exclus des essais cliniques, et donc on a très peu d'informations, c'est de l'empirisme, c'est un peu de la cuisine, mais on sait de toute façon que l'hypertension de nuit, de décubitus, aggrave l'hypotension orthostatique, mais à l'inverse, le traitement de l'hypertension de décubitus aggrave aussi l'hypotension orthostatique. Alors qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut éviter bien sûr les agents presseurs, on peut jouer avec les antihypertenseurs durant la journée. On sait qu'il y a certains médicaments qui marchent mieux que d'autres, le losartan et les ARA2 à demi-vie courte le soir, les inhibiteurs calciques comme l'amlodipine le soir, parfois les patchs de nitré. Et puis, je dis toujours ça parce que ça fait plaisir à mes patients, manger du chocolat le soir et boire un verre de vin rouge, ça a des effets antihypertenseurs, ça fait baisser la pression artérielle et ça couvre pour vos patients un petit peu gourmands l'hypertension de décubitus. Il y a aussi des stratégies médicamenteuses, on en reviendra au moment des questions-réponses. Et puis, il y a des petites astuces, je vous l'ai dit, les médicaments qui sont des donneurs de NO, par exemple le sildenafil ou le patch de nitré le soir, certains bloqueurs du SRA, mais plutôt les artans, parfois l'utilisation de la clonidine et rarement l'utilisation des inhibiteurs calciques, mais plutôt ceux à demi-vie courte qui couvrent la période de nuit.
Pour terminer, dans la dernière minute qui me reste, qu'est-ce que l'on a comme traitement, non pas pour l'hypertension de décubitus, mais pour l'hypotension orthostatique neurogène? Eh bien, il y a des moyens non pharmacologiques, le professeur Anon en parlera, il y a des moyens pharmacologiques. Alors, les moyens pharmacologiques, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut évaluer la balance bénéfice-risque de ces traitements. Il y a 2 médicaments qui ont un niveau de preuve élevé, ce sont l'amidodrine, le Gutron, et la fludrocortisone, le Flucorta. Tout le reste, je vous les ai représentés ici, c'est du pipi de chat. Ne donnez pas de l'heptaminol, ne donnez pas de la dihydrogartamine, ne donnez pas de la cafédrine. Ce sont des médicaments dont le niveau de preuve est limité et dont les actions pharmacologiques ne permettent pas de compenser l'hypotension orthostatique de vos patients. Donc, soit tous ces médicaments-là qu'on appelle les analeptiques cardiovasculaires, vous les mettez de côté, ils ont de toute façon un service médical rendu insuffisant, ils sont très mal évalués, ils ont une pharmacodynamie inadaptée, voire ils aggravent même l'hypotension orthostatique. Par contre, vous avez d'un côté les agonistes alpha-adrénergiques, qui sont des médicaments à demi-vie courte, bien évalués, qui vont pouvoir juguler cette hypotension orthostatique et surtout, bien sûr, cette hypotension orthostatique neurogène. Vous l'avez bien compris, ne donne pas ces médicaments chez les gens qui ont une hypotension orthostatique secondaire, parce qu'il suffit juste d'évincer la cause pour faire disparaître l'hypotension orthostatique secondaire. Donc l'amidodrine d'un côté et les modificateurs de la volémie avec la fludrocortisone de l'autre. L'un médicament de la contraction, l'amidodrine va agir sur le vaisseau, l'autre médicament de la volémie va agir sur le remplissage, et ces dérivés des minéralocorticoïdes ont une efficacité majeure dans la gestion de cette hypotension orthostatique neurogène. Ils sont donnés en général en une prise matinale, mais cette prise peut être majorée et distribuée au cours de la journée. Ils entraînent des effets indésirables, contrôlables, attendus, voire évitables, et bien sûr, il faut éviter leur arrêt intempestif. Il y a plein d'autres outils, je ne vais pas les détailler, mais l'érythropoïétine, l'octréotide et d'autres médicaments. Mais en conclusion, ce que je voulais partager avec vous, c'est que si vous êtes 500 à nous écouter, c'est que vous êtes passionné par la question et elle a lieu d'être passionnante, car l'hypotension orthostatique est quelque chose de fréquent, le professeur Anon vous le rappellera, et qu'il faut savoir la dépister, la diagnostiquer. Le diagnostic est simple. Il se fait au lit du malade ou en cabinet de consultation si vous êtes capable de mesurer la pression artérielle et la fréquence cardiaque en même temps. Pourquoi? Parce que c'est le premier geste qui vous permettra non seulement de dépister l'hypotension, mais aussi de distinguer hypotension orthostatique neurogène et hypotension orthostatique secondaire, que cette hypotension orthostatique est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire per se, mais aussi parce qu'elle est associée à des modifications cardiovasculaires, surtout lorsqu'on parle d'hypotension orthostatique neurogène, que cette hypotension orthostatique, dans 50% des cas, elle est associée à des anomalies de la MAPA, avec cette hypertension artérielle de décubitus, et que le traitement est un traitement donc étiologique qui repose sur un test clinique simple, qui peut être parfois agrémenté d'explorations plus complexes dans des centres spécialisés, et que la prise en charge de cette hypotension orthostatique, lorsqu'elle est neurogène, repose sur 2 piliers, l'amidodrine d'un côté, la fludrocortisone de l'autre. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Atul. Donc je vous invite tous à poser vos questions auxquelles on répondra après. Et donc moi je vais poursuivre. Je suis donc cardiologue et gériatre. J'ai les 2 spécialités. Donc du coup je vois plein d'hypotension orthostatique. Je travaille à Paris. Je suis chef de service à l'hôpital Broca. Moi je voulais partir sur un cas clinique. Un cas clinique à 500, on va tenter. Donc un monsieur qui s'appelle AP. Alors là, il y a mon copain Atul qui rigole. Mais par contre, il a 84 ans, tu vois. Hospitalisé pour chute à répétition. Alors, il est hypertendu, il a de l'arthrose, hypothyroïdite, trouble de la mémoire, avec un score de MMS 20 sur 30, dépression, DMLA, et puis il prend pas mal de médicaments. 3 antihypertenseurs, 2 psychotropes. Et quand on le voit aux urgences, effectivement, il a une hypotension, à tout nous a rappelé, il a une hypotension assez franche, il passe de 148 à 92. Examen clinique, pas grand-chose quand même, Jean-Philippe nous en parlera tout à l'heure, il y a quand même un petit syndrome extra-pyramidal. Et la fréquence cardiaque, Atul nous a pas donné de seuil tout à l'heure de combien il faut augmenter ou pas la fréquence cardiaque, on voit qu'elle augmente un peu quand même, mais peut-être pas de 20. Alors, la définition, tu nous en as parlé. Alors là, vous allez avoir une question. Alors, je vais voir si ça marche. Répondez sur, à votre avis, la prévalence de l'hypotension chez le patient âgé, après 80 ans.
on est autour de quoi? De 5, de 10, de 20, de 50. Donc, vous avez le droit de voter. Normalement, ça doit apparaître. Alors, vous êtes plutôt bon là, hein, plutôt bon dans les réponses. On est sur du 20% ou du 50%. Donc, des prévalences très élevées. On comprend effectivement pourquoi on s'est branché. Donc, on peut peut-être arrêter le vote. On est à 41% de 50%. Ben non, ça change. On est à 50-50 entre 20% et 50%. Avec quand même le 20% qui l'emporte. Et donc, vous êtes fort, hein, puisque de façon générale, on est autour de 20%. Alors, en fait, une prévalence, il y a la population générale, et puis on va voir un peu, elle peut être très différente si c'est en consultation, si c'est dans un service de neurologie, si c'est dans un service de gériatrie, bien sûr. Mais effectivement, population générale, vous voyez, hein, c'est 20%. Et j'insiste sur ce qu'a dit Atul tout à l'heure, hein, il ne faut vraiment pas attendre le symptôme. Et que si on cherche le symptôme, on est à moins de 5%. Or, la définition, elle est indépendante du symptôme. Et souvent, on a tendance à dire si c'est pas symptomatique, c'est pas grave, je fais rien. On va voir un peu s'il faut rien faire. Avec moi, en gériatrie, je suis plutôt autour de 30%, et que Jean-Philippe, lui, doit être plutôt autour de 50% de prévalence. Alors, même asymptomatique, hein, quelles sont les conséquences pour vous de l'hypotension orthostatique? Est-ce que c'est la chute? Est-ce que c'est les accidents vasculaires cérébro-ischémiques? Est-ce que c'est les troubles cognitifs? Est-ce que c'est la mortalité? Alors le problème, c'est qu'Atul, il a déjà donné la réponse. Est-ce que c'est l'hypertension artérielle? Il y a plusieurs réponses possibles. Et donc, je vous invite à voter. Alors, on a tous en tête, bien sûr, la chute. On s'inquiète quand même toujours, et je pense que c'est un des objectifs du webinaire, on s'inquiète toujours quand l'hypotension est symptomatique, alors que c'est vraiment pas la seule chose qu'il faut prendre en compte. Et Atul l'a bien dit, hein, la notion d'hypotension sévère n'existe pas. Et là, on voit les votes ou pas encore? Vous pouvez envoyer peut-être, parce que moi je ne les vois pas encore. C'est-à-dire, si tu veux des réponses multiples, il faut voter plusieurs fois. Ça prend un peu plus de temps. Ah, donc on n'a pas les réponses multiples là. Il faut le faire à plusieurs reprises. Ah ouais, donc là c'est... En tout cas, apparaît en numéro 1, la chute. En numéro 2, le décès. Ensuite, les troubles cognitifs. Donc c'est pas mal ça, parce que c'est effectivement vrai. Hein, donc vous allez voir, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu. Par contre, l'AVC est très peu cité, alors que y a des données. Par contre, l'hypertension, d'une hypotension globale, non. Hein. Alors effectivement, Atul nous en a parlé. Si on est sur de la neurogène, ça peut être associé, mais c'est dans le cadre de la maladie neurologique à ce moment-là, de la dyslipidémie. Donc, quand on regarde vraiment les conséquences, en fait, il y a plein de littérature, et c'est ça qui est important. Et quand vous voyez un patient avec une hypotension, même s'il n'est pas symptomatique, vous voyez, on regarde une méta-analyse. Donc, il y a l'étude de Masaki que Atul nous en a montré tout à l'heure, hein, mais il y en a plein d'autres. 36% d'augmentation de la mortalité toute cause. Donc, si vous avez quelqu'un qui a l'hypotension, il augmente de 36% son risque de mourir. C'est énorme. Hein, donc, vous voyez, comme quoi c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Alors, effectivement, ce qui est le plus connu, c'est les chutes. Il y a quand même plus de 50 études qui ont évalué le risque de chute, 50 000 patients. Toutes les études, elles sont toutes concordantes. Effectivement, l'hypotension, ça fait tomber. Je ne sais pas s'il fallait mettre 50 000 personnes dans les études pour s'en apercevoir. Mais en tout cas, ça a été observé. Augmentation de 73%. C'est énorme, hein, 73% augmentation du risque de chute. Ce qu'on connaît moins, c'est effectivement les maladies coronariennes, l'AVC, vous voyez, qui sont augmentées aussi de façon très importante, à 40% de maladies coronaires en plus. 64%, vous voyez, vous n'étiez pas très nombreux à répondre l'AVC, mais en fait, 64% d'augmentation du risque d'AVC avec l'hypotension, avec ces modifications de débit sanguin cérébraux. Et puis, les troubles cognitifs, effectivement, vous voyez que l'hypotension orthostatique, alors OH ne veut pas dire Olivier Hanon, hein, mais bien orthostatique hypotension. Et donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de 40% du risque de déclin cognitif. Alors qu'il y a encore plus important si elle est symptomatique, le S, mais vous voyez que c'est 40% d'augmentation. Donc, à chaque fois, on a des taux
d'augmentation de mortalité, de maladies coronariennes, d'AVC, de troubles cognitifs qui sont toujours autour de 40%, entre 40 et 60%. Donc effectivement quelque chose de grave. Et comment ça marche pour les maladies, les troubles cognitifs? Effectivement, ces épisodes d'hypotension vont favoriser ces ischémies chroniques au niveau de la substance blanche, ce qu'on appelle les hypersignaux de la substance blanche que vous voyez ici. Et on sait que ces lésions-là, quand elles sont sévères, peuvent multiplier par 4 le risque de troubles neurocognitifs majeurs. Donc ces épisodes d'hypotension, alors l'hypertension aussi favorise les lésions de la substance blanche, mais l'association hypertension-hypotension, là, ça favorise encore plus ce risque de lésion qu'on voit bien quand on fait des IRM. Alors, dernière question que je vous pose, c'est quelles sont les causes de la chute chez ce patient, chez monsieur AP. Et donc, effectivement, la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas forcément répondre. Pourtant, je vous avais demandé qu'on puisse avoir plusieurs réponses. Allez-y, vous pouvez voter. Donc, on voit que la gonarthrose, potentiellement, peut être un facteur de risque. Les troubles cognitifs, ça, je vous le demande. La DMLA, déjà aussi, peut être un facteur de risque de chute. La polymédication, ce patient prend beaucoup de médicaments, à des doses assez fortes pour son âge. Amlodipine 10, c'est fort, Ezidrex 25, c'est fort. Et puis, il prend 2 psychotropes, et les psychotropes peuvent aussi entraîner des chutes. Quand on regarde la biologie, on voit la déshydratation, la fameuse hypovolémie dont parlait Atul tout à l'heure. Donc, on voit bien que chez le patient âgé, on va être sur plusieurs causes, et pas une seule cause sur les étiologies. Alors, vous avez les résultats? Lancez les résultats. Donc, les troubles neurocognitifs vont être effectivement une cause de chute, les diurétiques, les psychotropes, la déshydratation. Donc, de façon globale, vous aviez bien répondu à ces questions-là, avec donc effectivement le caractère qu'il n'y a pas une seule cause de chute et d'hypotension. Et qui dit trouble neurocognitif, Jean-Philippe en parlera tout à l'heure, mais il faut tout de suite penser chez quelqu'un qui n'a pas un Parkinson connu, à la maladie des corps de Lévy, ça s'appelle la démence des corps de Lévy, avec une triade, les troubles cognitifs qui fluctuent, des fois les gens vont bien, des fois ils sont beaucoup moins bien, le syndrome parkinsonien et les hallucinations. Et si vous avez ça, ces patients, on voit souvent les cardiologues ou les gériatres par le biais de ces symptômes-là et de l'hypotension orthostatique. Donc, vous voyez que quand on regarde les médicaments, les 2 principales causes de chute, les principales, ce sont d'abord les psychotropes. Et vous voyez que les neuroleptiques, les antidépresseurs sont des facteurs causaux d'hypotension orthostatique, donc il va falloir effectivement les regarder. Les benzos, les hypnotiques sont des causes de chute, mais pas trop, moins d'hypotension orthostatique. Par contre, les antihypertenseurs vont aussi causer des chutes et des hypotensions orthostatiques. Donc, pour les médicaments, Atul l'a dit, on regarde les antihypertenseurs, mais il faut aussi regarder les psychotropes. Et donc ça, c'est ce qu'on a, le diagramme qu'on avait mis dans les recommandations. Soit l'hypotension est secondaire, soit elle est neurogène. Si elle est secondaire, 2 causes, l'hypovolémie, les médicaments, l'hypovolémie, et donc la déshydratation, la dénutrition, l'insuffisance veineuse, les médicaments, Atul en a parlé tout à l'heure, et les maladies neurogènes, Jean-Philippe va en parler. Mais ce que je voulais insister chez les patients âgés, c'est que, et c'est vraiment le cas de notre patient, il est un peu déshydraté, il a un peu d'insuffisance veineuse, il est probablement un peu dénutri, il prend des psychotropes, des antihypertenseurs, et il a peut-être un début de corps de Lévy. Je ne sais pas s'il n'a pas même une amylose associée. Donc, vous voyez, il y a plein de causes potentielles, et donc, ce n'est pas juste une seule action qui va être efficace. Il va falloir combiner toutes nos actions, et c'est pour ça qu'on est en pluridisciplinaire. Alors, on voit notre patient sur les médicaments. Qu'est-ce que j'avais fait? Il a quand même chuté avec une hypotension sévère, donc j'avais quasiment arrêté tous les antihypertenseurs, j'avais juste laissé un tout petit peu d'amlodipine le soir. Atul nous a dit c'est très bien ça pour traiter l'hypertension nocturne. Les autres antihypertenseurs, on les a arrêtés, puis on verra éventuellement s'il faut reprendre à dose plus faible. On va changer, le bromazépam est une benzo à demi-vie longue qu'on n'aime pas donner chez les patients âgés, on va plutôt donner l'oxazépam qui a une demi-vie courte à une plus petite dose.
essayer d'arrêter l'antidépresseur, puisque là, la dépression date d'il y a 5 ans, il n'avait plus l'air d'être très déprimé. Et s'il a un corps de Lévy, on peut lui donner des anticholinésterasiques qui sont efficaces à la fois sur le corps de Lévy et même un peu sur l'hypotension orthostatique. On a aussi mis en place des mesures non pharmacologiques. Alors, ces mesures non pharmacologiques, c'est je suis allongé, je me mets assis et je me mets debout. C'est de la décomposition du lever. Le problème, c'est que souvent, les gens, ils ne le font pas toujours, ils oublient un peu de le faire, surtout le soir quand ils se réveillent en pleine nuit. L'hydratation importante, il faut vraiment que les gens boivent. Vous voyez que c'est entre 1 litre et 2 litres et demi par jour. Pas de régime trop strict, pas de régime sans sel. Faire une activité physique et la contention veineuse. La contention veineuse, ça marche. Soit membre inférieur, chaussette ou bas, ça même des fois des ceintures abdominales. Et puis, il y a ce qu'on appelle les manœuvres de secours. Apprendre aux patients pour, si jamais ils ont un symptôme, quand ils se mettent debout, faire ces manœuvres pour éviter de faire le malaise. C'est la contraction isométrique. Donc là, je prends mes deux mains et hop, je serre comme ça et j'écarte les deux mains. Et ça fait remonter un petit peu et éviter l'hypotension symptomatique. On peut aussi faire des manœuvres pour augmenter le retour veineux. Alors moi, celle que je préfère demander aux patients, c'est piétiner. Parce qu'un gars qui a un malaise et on me demande de lui craser les pieds et de serrer les jambes, j'ai un peu peur qu'il se casse la figure, comme incliner le buste en avant. Mais c'est des mesures qui peuvent être proposées. Et puis, l'activation du réflexe gastro-sympathique. Il y a des fois des patients qui se promènent avec des gourdes et qui boivent un grand verre d'eau en cas de malaise. On a tous ces mesures non pharmacologiques. Ensuite, on a les mesures pharmacologiques quand il s'agit d'une hypotension neurogène. 2 molécules avec l'AMM, Atul l'a dit, l'amidodrine, la hydrocortisone, le flucortac. Les doses sont très dépendantes de chaque patient. Il y a des patients en petite dose vont suffire, d'autres il faudra arriver à des fortes doses. Ne pas se tromper, ne pas prescrire la chose la nuit, parce que la nuit les gens dorment, donc c'est souvent 2-3 heures précédant le coucher pour la dernière dose de Bitron, en 2 ou 3 prises par jour. On peut monter, vous voyez, à des très fortes doses. Le flucortac, on va commencer par 50 le matin, puis on peut monter jusqu'à 200. J'ai vu qu'à tout le monter, même des fois jusqu'à 500, mais moi chez les patients âgés, je ne monte pas aussi fort. Et puis en fait, ce qui marche très bien, c'est une association des deux. Vous voyez, des bithérapies, comme on fait dans l'hypertension artérielle avec les antihypertenseurs, eh bien un petit peu de flucortac et un petit peu de Butron évite les effets secondaires de chacun des deux. Et vous voyez qu'on va pouvoir avoir cet effet qui est un peu synergique et qui, du coup, évite les effets secondaires de chacun des deux quand on les met à chacun à forte dose. Et donc, pour conclure, dans nos recommandations, vous voyez qu'on doit définir quel type d'hypotension, secondaire ou neurogène, sachant que chez les gens âgés, il y a toujours un peu des deux. Traiter la partie médicamenteuse, corriger la partie hypovolémie, et puis ensuite, midodrine et ou fludrocortisone. On peut mettre les deux associés à des faibles doses et monter ensuite progressivement les doses. Donc pour conclure, vous voyez que l'hypotension, c'est vraiment quelque chose de fréquent, 20% des personnes âgées. C'est vraiment un marqueur de fragilité, risque de chute, risque de décès, risque de maladie cardiovasculaire, de troubles cognitifs. On doit raisonner avec ces 3 causes. Il y a de l'hypovolémie, il y a du médicament et est-ce qu'il y a une partie neurogène. Bien connaître les mesures, les manœuvres de secours et les mesures hygiéno-diététiques. Et puis ensuite, on a les 2 médicaments à notre disposition. Et ne pas se faire seulement l'un ou l'autre, et bien avoir cette stratégie d'associer l'un et l'autre. Je vous remercie. Et donc, vous voyez que je vous annonce, on fera probablement pas 500 au Petit Palais, mais on va faire la journée de l'hypotension, parce que en 1 heure aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de tout faire. Et donc, Petit Palais, 7 juin, ça va être super. Si on est tous vaccinés, on pourra se promener et faire en présentiel au Petit Palais. Et donc, c'est pas là à non, mais c'est H1. Je vous remercie. Et du coup, Jean-Philippe, je te passe la parole là. Eh bien, merci. Alors, il y a plein de questions qui arrivent. Continuez à poser vos questions. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que celui qui a eu tout bon au QCM, il a gagné une invitation pour la journée au Petit Palais. Et donc, on a les noms. Bien, merci Olivier. Merci donc aux nombreux auditeurs. Je sais que les cardiologues sont très largement majoritaires, donc je vais essayer de conserver l'attention de tout le monde. Le sujet, ça va être aujourd'hui les maladies neurodégénératives, donc je vais parler essentiellement des maladies du système nerveux central et pas on l'a évoqué dans les 2 topos précédents, des maladies du système nerveux périphérique, dont un certain nombre donnent également des hypotensions et des dysautonomies sévères,
comme l'amylose ou le Guillain-Barré. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, je commence également par un cas clinique très caractéristique d'une certaine maladie neurologique qui a déjà été évoqué. Donc, c'est un homme de 67 ans qui présente depuis une année environ des troubles à la fois moteurs. C'est surtout sa femme qui le remarque. Il est ralenti pour quasiment tous les gestes de la vie quotidienne. Il développe également une sorte de perte de motivation, ce qu'on appelle une apathie. Il est beaucoup moins actif qu'auparavant, passe beaucoup de temps devant la télévision. Il bricole moins. Point très important, sa femme fait part parce que depuis quelques années, elle prend des coups et il hurle la nuit, il rêve de façon extrêmement vivante qu'il est agressé, qu'il est battu. Depuis 2 à 3 ans, donc c'est un peu antérieur au problème neurologique, il signale une constipation et des troubles mictionnels avec une urgenturie, quelques pertes urinaires dans la journée et un besoin fréquent la nuit. Il est traité pour ça par solifénacine et il prend pour une hypertension artérielle ancienne 10 mg d'amlodipine le matin au lever. Quelques points supplémentaires, quelquefois l'impression de ce qu'on appelle un syndrome de l'ange gardien, d'avoir quelqu'un derrière son épaule, et il signale également 2 chutes, dont une la nuit en allant uriner, dont il ne garde absolument aucun souvenir. Sur ces éléments, il est adressé légitimement à un neurologue qui constate ce qu'on appelle un syndrome parkinsonien moteur, donc un ralentissement, une akinésie, une rigidité, avec un discret tremblement de repos. Donc, il a une triade parkinsonienne. Le neurologue fait une rapide évaluation des fonctions cognitives avec un test adapté au Parkinson, qui est la MoCA. Elle est relativement basse, d'autant plus que c'est un homme qui a un très bon niveau socio-éducatif. C'est un ancien architecte. Quoi qu'il en soit, il est considéré comme un patient parkinsonien et il est traité par un traitement qui s'appelle donc un agoniste dopaminergique, qui est l'un des traitements potentiellement prescrits à ces maladies de Parkinson. Alors, si on fait une synthèse à ce stade, on est face à ce qu'on appelle probablement une synucléopathie. Alors, c'est un groupe de maladies neurologiques dans lesquelles il y a 3 maladies, 4 maladies, enfin 3 importantes. Elles se caractérisent par l'existence d'un syndrome parkinsonien, donc la triade dont je viens de vous parler. Il a ce qu'on appelle ces troubles du comportement au sommeil paradoxal, qui est un marqueur de synucléopathie. La synucléine, c'est la protéine anormale qui se dépose dans les neurones et qui est à l'origine de la dégénérescence. Il y a une autre grande famille de maladies neurologiques centrales, ce sont les topathies, par exemple la maladie d'Alzheimer. Et dans ces synucléopathies, des années avant le début des signes moteurs, on a ces rêves très vécus qui surviennent en phase de sommeil paradoxal et où les malades souvent hurlent, vivent des agressions, peuvent frapper le ou la partenaire de lit. Et puis on a une petite note dysautonomique. Ces 3 éléments combinés vont dans le sens d'une synucléopathie. Alors, 3 grandes maladies, bien sûr la plus fréquente, la maladie de Parkinson. On peut avoir une petite note dysautonomique dès le début. La dysautonomie sera quasiment constante en fin d'évolution. Et en début de maladie, il n'y a pas de troubles cognitifs. Ces 2 signes existent, ces 2 syndromes, dysautonomie et troubles cognitifs, mais ce sont des signes tardifs. Ils ne doivent pas être majeurs en début d'évolution de la maladie, sans ça on considère que ce sont des drapeaux rouges. Il y a une deuxième grande maladie, c'est la démence à Cordes-Lévy, ou qu'on appelle maintenant plutôt maladie à Cordes-Lévy diffus, où la dysautonomie est beaucoup plus marquée et dès le début de la maladie, et où les troubles cognitifs apparaissent de façon significative également dès la première année d'évolution de la maladie. Puis il y a une troisième grande entité, qui est la MS, atrophie multisystématisée, où là, la dysautonomie est très prégnante. Elle existe dans 90% des cas dès le début, hypotension orthostatique, troubles urinaires, rétention aiguë d'urine, constipation, enfin, il y a énormément de troubles. Et il n'y a peu ou pas de troubles cognitifs au début. Donc, on voit qu'avec ces balances entre dysautonomie et troubles cognitifs, on peut avoir déjà une orientation dans le spectre de ces synucléopathies. Puis, il y a une maladie très rare, qui est la dysautonomie pure, ou syndrome de Bradbury-Gladstone, qui est une entité un peu difficile, qui évolue quand même dans la grande majorité des cas. C'est une dysautonomie pure, essentiellement une hypotension orthostatique, parfois quelques troubles urinaires ou digestifs, et avec souvent des marqueurs de la synucléine au niveau périphérique et central, et souvent ça va vers une évolution d'atrophie multisystématisée.
Ici, le diagnostic retenu par le neurologue a été celui d'une maladie de Parkinson dans une forme classique initialement, et le malade est donc traité par un agonisopaminergique, ce qui n'améliore pas tellement sa motricité et qui aggrave son état à la fois dysautonomie, qui fait beaucoup de malaise le matin quand il est debout dans la douche, dont une avec syncope après le repas et une avec dans la douche. Il a une majoration des sensations des hallucinations et puis il a des comportements parfois qui sont totalement incohérents. Là, le neurologue est quand même très intrigué et demande une imagerie cérébrale et un DAT scan. Alors, ça, c'est une imagerie typique de ce qu'on peut voir, vous voyez, ici, dans une, par exemple, quand on a des troubles cognitifs, une maladie d'Alzheimer avec cette une atrophie des lobes temporaux, des hippocampes, alors que dans la maladie à Cordes-Lévy, et chez le sujet normal, on n'a pas du tout ça. Puis il y a un deuxième examen qui peut être très intéressant, c'est un marqueur des réserves dopaminergiques qui permet de confirmer dans une démence à Cordes-Lévy qu'il y a une perte en neurones dopaminergiques, ce qu'on ne voit pas ni dans l'Alzheimer, bien sûr, ni chez le sujet normal. Alors, les résultats, il y a une dénervation bibutaminale, on s'en doutait, puisqu'il y avait un syndrome magnétorigide, et l'IRM cérébral est considéré comme normal. L'agonisopaminergique est arrêté, remplacé par la lévodopa. Le malade est mieux au niveau de la motricité, mais il continue à s'aggraver. De plus en plus de syncopes, de plus en plus de chutes, et il y a une grande majoration des troubles intellectuels avec un délire de jalousie. Donc à ce stade, il a un bilan neuropsychologique qui confirme des troubles cognitifs très sévères. Il ne conduit plus, il ne téléphone plus. Et vous voyez que le test d'hypotension orthostatique, selon les recommandations, à 3 minutes, montre une hypotension orthostatique qu'on peut qualifier de neurogène. Donc à ce stade-là, quel est votre diagnostic et quelle est la maladie qui vous semble la plus probable? Donc maladie de Parkinson, maladie à Cordes-Lévy diffus, atrophie multisystématisée ou maladie d'Alzheimer. Alors déjà, c'est pas une maladie d'Alzheimer, hein. Ça n'a pas le profil d'un patient Alzheimer, parce qu'il y a plein d'atypies, il n'y a pas de dysautonomie dans la maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Donc la question va se jouer entre le 1 et le 2. On est dans le domaine des synucléopathies, ça peut être l'une des trois. Effectivement, il y a quand même une dysautonomie assez sévère et des troubles cognitifs qui sont assez sévères. Et je crois que ça, avec une IRM normale, un DAT scan dénervé, ça permet de retenir de façon quasiment certaine un diagnostic qui est le diagnostic de démence à Cordes-Lévy. Alors, le diagnostic démence à Cordes-Lévy repose sur un certain nombre de critères cliniques. Olivier en a déjà un petit peu parlé. Un syndrome parkinsonien qui est relativement dopasensible, une dysautonomie précoce avec une hypotension orthostatique, des troubles cognitifs qui doivent être significatifs, c'est-à-dire avoir des conséquences sur la vie quotidienne dès la première année d'évolution de la maladie, des hallucinations précoces et qui peuvent apparaître, surtout hallucinations visuelles, avant même qu'il y ait un traitement dopaminergique qui aggrave les troubles cognitifs, des troubles du comportement de sommeil paradoxal, donc ces rêves très vécus dont je vous ai parlé, qu'on voit dans toutes les synucléopathies, mais beaucoup dans les démences à Cordes-Lévy, et qui peuvent précéder de 10 ans parfois le début des signes moteurs. Et il faut savoir donc ce type de trouble du sommeil à 10 ans d'évolution, dans 70% des cas, on a une synucléopathie clinique, d'où l'intérêt de les dépister, et des performances cognitives qui sont fluctuantes, et même parfois des troubles de la vigilance fluctuants avec des épisodes de vigilance assez marqués. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, il y a des critères cliniques très détaillés qui sont régulièrement révisés. C'est un consortium sur la démence à Cordes-Lévy qui est publié régulièrement. La dernière révision a été publiée dans Neurology en 2017. On ne va pas entrer dans les détails, j'ai résumé dans la diapo précédente les principaux critères. Alors, je vais poser une autre question, c'est imaginons que ce malade n'ait pas eu de trouble cognitif, et si on a comme ça un syndrome parkinsonien très dysautonomique et qu'on hésite entre une atrophie multisystématisée, par exemple une maladie de Parkinson, quel examen permet de les différencier? En fait, il y en a deux. Il y en a un plutôt cardiaque, Katou l'a évoqué tout à l'heure, et il y a un examen neurologique. Alors, on peut commencer peut-être par l'examen cardiaque. Alors, je ne sais pas si le vote est lancé.
Moi, je n'ai pas. Et là, le vote, il y a une question. Oui, je suis bête, pardon. C'est moi qui relance. Voilà, alors je donne la réponse directement. Donc, c'est la scintigraphie au MIBG, on en a parlé tout à l'heure. La scintigraphie au MIBG qui est normale dans la maladie d'Alzheimer, normale chez le sujet normal, et qui montre une perte totale ou très sévère de neurones d'innervation post-ganglionnaire dans la démence à cordes Lévy, dans la maladie de Parkinson. Il y a un défaut de marquage alors qu'il est cohérent et tout à fait conservé dans l'AMS et chez le sujet normal. Donc, atteinte post-ganglionnaire de la maladie de Parkinson et de la démence à cordes Lévy. Donc, la scintille de OMIBG est un élément du diagnostic différentiel. On a un examen, mais plus neurologique, que je ne vais pas détailler ici, qui est le PET-FDG cérébral, qui montre un marquage très spécifique de la démence à cordes Lévy dans les régions plus postérieures. Donc, le malade continue à évoluer. Vous voyez que les troubles cognitifs s'aggravent. Il est souvent confus et agité. Il fait de nombreux malaises avec des pertes de connaissances malgré les mesures symptomatiques. Son médecin généraliste est très compétent dans la prise en charge de l'hypotension orthostatique et vous voyez qu'il a fait beaucoup de choses. Il a arrêté l'amlodipine, il a donné un régime normosodé, une hyperhydratation, des bas de contention, une tête surélevée la nuit. Il a oublié que le vin rouge le soir avec le chocolat, il faudra que je le recommande également maintenant. Et il a un enregistrement sur 24 heures, un holter tensionnel qui montre une hypotension très marquée dans la journée et une hypotension dans la journée, une hypertension nocturne à 160/90 la nuit. Alors là, il y a des questions, il y a des possibilités de réponse et là, c'est très, très ouvert la discussion et je demanderai à mes collègues cardiologues d'ailleurs de commenter eux-mêmes. Les 5 possibilités, c'est reprise de l'amlodipine le soir au coucher, prescription de midodrine, mais avant 16 heures, pour ne pas majorer l'hypertension nocturne, prescription de fludrocortisone, réduction du traitement dopaminergique et recherche d'un syndrome d'apnée du sommeil. D'ailleurs, c'était une des questions qu'on a eues. Est-ce qu'il fallait rechercher fréquemment l'apnée du sommeil? Peut-être qu'Atul y répondra tout à l'heure. Il y a aussi dans la maladie des cordes de Lévy souvent des troubles du sommeil paradoxal. Et des fois, on fait même des polysomnographies qui peuvent être intéressantes. Oui, Jean-Philippe, il a disparu là. C'est ce dont je t'ai parlé, c'est les troubles du comportement sommeil paradoxal, c'est ces rêves très très vécus, très spécifiques de toutes les nucléopathies d'ailleurs. Alors là, il allait jusqu'à tabasser sa femme, mais bon. Ça arrive assez souvent. Ça arrive assez souvent. Je n'interprète pas la signification. Alors, je vais donner les réponses. Dans la mesure du possible, pour moi, la plupart des réponses sont valables. Dans la mesure du possible, on évitera la réduction du traitement dopaminergique, mais parfois on est un peu obligé de le faire quand la dysautonomie est trop sévère. Je pense que, bien sûr, tout n'est pas à faire en même temps. Vous me donnerez votre opinion, mais je pense que là, quasiment, en tout cas, 1, 2, 3 et 5 sont des démarches totalement valides et qui peuvent être en application. Alors, je ne sais pas si vous aurez à discuter l'un ou l'autre de la prescription préférentielle en première intention de fludrocortisone ou midodrine. Ça fera peut-être un élément de la discussion tout à l'heure. Ouais. Alors, l'une des grandes questions dans ces hypotensions neurogènes orthostatiques, c'est est-ce qu'il faut prioriser le traitement de l'hypotension orthostatique sur l'hypertension nocturne, Atul, de l'hypertension de décubitus, j'ai mal traduit la hypertension des anglo-saxons. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure chez le sujet âgé, chez les sujets qui ne sont pas des malades neurologiques, il y a un risque d'accident cardiovasculaire augmenté quand il y a ces hypertensions, quand il n'y a pas d'hypotension nocturne ou quand il y a de l'hypertension de décubitus. Mais il y a des choses un peu particulières dans la maladie de Parkinson qui, aux yeux des neurologues, doivent faire prioriser le traitement de l'hypotension orthostatique sur l'hypertension de décubitus. C'est d'abord le risque d'AVC et d'infarctus du myocarde est égal, voire dans certaines études en population diminuée par rapport à la population générale. Il y a une revue assez récente qui récapitule l'ensemble des études à ce sujet. Et par ailleurs, il y a aussi un point qui est important, c'est que pour des raisons diverses,
le tabagisme est moins fréquent dans la maladie de Parkinson et il y a un pourcentage de 20 à 30% de never smokers qui rend probablement le risque d'athérosclérose qui est plus faible sans qu'on sache forcément très bien pourquoi il y a ce tabagisme réduit. Par ailleurs, il y a de gros risques de l'hypotension orthostatique, Olivier en a parlé, c'est une des grandes causes de chute dans la maladie de Parkinson, avec les troubles de la marche et de l'équilibre. Ça donne de nombreux symptômes, céphalée, fatigue, les sensations vertigineuses. Et puis, on l'a dit, en population âgée normale, mais ça a été vérifié également chez le parkinsonien, la démence est plus fréquente quand il y a des signes de dysautonomie dès le début. Alors, il y a beaucoup de facteurs de confusion, hein. Il y a des facteurs confondants entre hypotension, hypertension de décubitus et démence. Mais enfin, en particulier, il semble quand même que le risque de démence est plus important dans cette population. Donc, en conclusion, cette combinaison d'hypotension orthostatique et d'hypertension nocturne complique 2/3 des synucléopathies, hein, c'est pas 40 ou 50%, quasiment en phase évoluée. Les 2/3 des malades ont l'une ou l'autre ou les deux. Ça se voit dans ces 3 grandes maladies, Parkinson, démence à Cordes-Lévy et atrophie multisystématisée. C'est le mode d'entrée dans un certain nombre de maladies. C'est vrai pour la MS et c'est vrai pour la dysautonomie primaire où ça va rester très longtemps isolé. C'est vrai également dans la maladie à Cordes-Lévy. Il y a de nombreux arguments, à mon avis, je laisserai les cardiologues en débattre parce que c'est souvent surtraité, à mon avis, quand en général, c'est le surtraitement de l'hypertension artérielle nocturne. Je trouve que beaucoup de cardiologues prennent un peu trop en considération cette hypertension. Et si vous voulez une sorte de vision globale sur les différentes prises en charge de cette maladie à Cordes-Lévy, il y a une très bonne revue cette année publiée dans l'Ancet Neurologie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Philippe. Il nous reste un petit peu de temps pour les questions. Donc, moi j'ai des questions, donc je vais vous proposer Atul. Une première question de notre ami d'ailleurs Faisal Jaraya. Midodrine chez les coronariens. Parce que ça fait partie, tu l'as mis d'ailleurs, le spasme coronaire. Ces médicaments sont des agonistes alpha-1 adrénergiques, donc ils peuvent parfois entraîner des spasmes coronariens. Donc il y a 3 choses. Alors on fait pas besoin de faire des examens ou des bilans cardiologiques avant la mise sous midodrine, sauf chez les gens chez lesquels vous les feriez de toute façon, c'est-à-dire ceux qui cumulent les facteurs de risque et chez lesquels vous cherchez une ischémie coronarienne. Deuxièmement, c'est des médicaments qui sont éventuellement spasmogènes mais pas thrombotiques. Donc il y a dans la littérature décrit, on a eu des expériences de sujets qui ont développé des spasmes coronariens sous midodrine. C'est une présentation clinique assez caricaturale. La bonne chose, c'est que la midodrine a une demi-vie courte. Donc, lorsque ça survient une fois et qu'on a donc contribué à établir l'imputabilité, alors ça devient une contre-indication de ce type de traitement. Et du coup, un coronarien stable, tu le donnes? Un coronarien stable, aucun problème. Artériopathie des membres inférieurs stables, aucun problème. Voilà, c'est ça le... Alors ensuite, une autre question. Fludrocortisone perturbe l'HTA de base. Oui, là, c'est un des effets secondaires potentiels je vais répondre, de la fludrocortisone. Donc il faut surveiller et justement c'est pour ça qu'on augmente progressivement les doses, qu'on va commencer par une petite dose et puis qu'on va regarder. Il y a des patients qui vont faire des hypertensions quand il y aura des fortes doses, on pourra diminuer et puis donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et c'est pour ça que je disais que c'est toujours intéressant de pouvoir associer un peu de fludrocortisone et un peu de midodrine aussi pour éviter d'avoir des effets secondaires qui sont quand même très dose dépendants de ces médicaments. Une autre question, quid des inhibiteurs calciques pour les HTA nocturnes? On en a déjà parlé. Alors là, il y a la question que les anticalciques pourraient favoriser les syndromes parkinsoniens. Bon, Jean-Philippe? C'est extrêmement rare. Ouais. Et je rappelle quand même qu'il y a eu un essai thérapeutique de neuroprotection par les inhibiteurs calciques dans la maladie de Parkinson. Donc, je crois qu'on peut les prescrire sans hésiter. Sans hésiter, ça fait partie effectivement d'une arme thérapeutique qui est pas mal. AVC lié à l'hypertension de décubitus ou à l'hypotension orthostatique. Je pense qu'on ne peut pas dire l'un ou l'autre, mais en tout cas, les études d'association montrent une association AVC hypertension et AVC hypotension.
Donc, nos patients qui sont à plus haut risque d'AVC, c'est démontré dans toutes les études observationnelles. Alors, une autre question, toujours sur les précautions à tout. Précautions avant l'introduction de la midodrine. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je ne fais rien. Ouais. C'est-à-dire que, en général, l'hypotension orthostatique est tellement invalidante ou en tout cas gênante. Ce que je fais, c'est que j'essaie quand même de caler la prescription de midodrine au temps où survient l'hypotension orthostatique sur la MAPA, donc une sorte de personnalisation du traitement. On peut commencer par 1, 2 ou 3 comprimés, on peut doubler ses prises, on peut répartir ses prises. Le professeur Azoulay l'a bien rappelé, sans aller au-delà des fameuses 16 heures, parce que ça aggraverait alors l'hypertension de décubitus, mais pas de bilan pré-thérapeutique avant la midodrine, comme il n'y a pas de bilan pré-thérapeutique avant la fludrocortisone. C'est important de suivre les patients après, mais pas de nécessité de faire des bilans avant. Ouais, donc effectivement, il faut vraiment, moi souvent je vois des gens écrire la midodrine matin, midi et soir, aucun intérêt, hein, matin, midi, 16 heures, hein, effectivement. Une autre question, les médicaments de l'adénome de la prostate peuvent donner une hypotension orthostatique. Effectivement, c'est un des alpha-bloquants, donc c'est des antihypertenseurs cachés, hein. Donc effectivement, ça fait partie, à ce moment-là, il faut les arrêter et proposer d'autres médicaments comme le chivoproscar, enfin il y en a d'autres qui ne sont pas des alpha-bloquants qu'on peut donner en cas d'adénome de la prostate. Comment mettre en évidence une hypertension de décubitus? Je pense que ça, tu l'as déjà montré. Moi, je dirais que, et nous d'ailleurs on l'a publié, on utilise aussi l'automesure. Hein, l'automesure où vous pouvez demander aux patients de se mettre debout et à ce moment-là, on a 2 mesures debout. Et donc, on peut avoir aussi une recherche. Le mieux, c'est la MAPA, je suis d'accord avec toi. Mais des fois, on ne peut pas faire des MAPA de façon répétée aux patients. Et donc, si on veut un peu suivre l'efficacité de nos traitements pour savoir comment j'augmente la midodrine, comment j'augmente le fludrocortisone, le flucortac, on peut s'aider de l'automesure à domicile et les gens se mettent debout et du coup, ils reviennent avec leur relevé. Il ne faut pas qu'ils tombent. Et il ne faut pas qu'ils tombent au moment, mais non, ça va. Olivier, je vais juste rajouter une particularité pour les malades neurologiques. Pour certains malades qui sont relativement graves et qui attendent souvent le passage infirmier le matin avant d'être mis debout, les tensions qui sont souvent prises en compte sont les tensions de décubitus le matin, qui reflètent en fait l'hypertension nocturne et pas du tout l'hypotension. Donc en général, les malades sont surtraités avec cette hypertension de fin de nuit et souvent font ensuite des malaises à l'orthostatisme et qu'on les met debout. C'est un peu la particularité des malades neurologiques plus graves. Alors, j'ai une question. Quelle famille d'antihypertenseurs favorisés en gériatrie? Si on le savait, il n'y a pas le médicament miracle. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des anticalciques parce que ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. Les diurétiques classiques sont très efficaces, mais effectivement peuvent des fois favoriser la déshydratation. Donc, et la classe des bêta-bloquants est celle qui est le plus souvent la moins efficace, aussi bien pour traiter l'hypertension que même dans les hypotensions nocturnes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Il y a trop de questions en fait. Hein. Jean-Philippe, mécanisme des troubles cognitifs secondaires à l'hypotension orthostatique. Alors ça, c'est très compliqué parce que les troubles cognitifs ne sont pas forcément secondaires à l'hypotension, c'est des comorbidités. Alors, tu l'as évoqué, les hypodébies, c'est l'hypothèse la plus facile, c'est de se dire qu'il y a des hypodébies et qu'il y a donc des épisodes transitoires. Après, il y a des facteurs confondants, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de maladies où il y a des dégénérescences des mêmes régions qui sont à la fois participent aux troubles cognitifs et aux troubles dysautonomiques. Et puis enfin, il y a les conséquences vasculaires quand il y a des accidents vasculaires constitués avec ces leucopathies vasculaires des profondes, comme tu as montré des images, qui effectivement sont des facteurs de troubles cognitifs associés. Très souvent, dans les maladies neurodégénératives des sujets âgés, on a des images qui montrent des imageries cérébrales avec des leucopathies associées à la neurodégénérescence. C'est rarement, comme tu l'as dit, des pathologies chez les gens âgés uniques. Atul, une question sur comment est-ce qu'on fait du coup pour prendre en charge à la fois l'hypo et l'hyper. Est-ce que tu pourrais associer chez quelqu'un du flucortac du Lutron la journée et un antihypertenseur le soir? C'est exactement ça, c'est la personnalisation du traitement, je dirais, à l'extrême.
Pour l'hypotension de jour, on va jouer avec la fludrocortisone, la midodrine, des bas de contention, ces petites règles d'hygiène de vie que tu as rappelées, le grand verre d'eau à midi, la sangle abdominale, tout ce qui permet d'éviter les chutes ou les hypotensions. Et puis pour l'hypertension de décubitus, alors l'hypertension de décubitus dans la journée, c'est-à-dire la sieste, elle est difficilement curable parce qu'elle dure peu longtemps et on ne va pas mettre en route un arsenal thérapeutique d'hypertension de décubitus de jour. Mais de nuit, en fait, c'est adapter la pharmacologie pour couvrir cette période de nuit. Donc, par exemple, éviter dans les mesures d'hygiène de vie la prise d'eau importante pour 90 minutes avant le sommeil pour éviter l'effet osmopresseur qu'on recherche le midi. Lever un petit peu le lit, d'accord, parce que ça réduit l'hypertension de décubitus, de lever la tête du lit et ça réduit aussi la natriurèse. Les petits snacks avant de se coucher, chocolat, alcool. Et après, dans les traitements, eh bien, on va jouer avec le patch de dérivés nitrés, l'inhibiteur de phosphodiesterase, le bêta-bloquant qui a une demi-vie courte éventuellement, l'osartan, qui est l'ARA2 qui a une demi-vie courte et qui peut être donné le soir, les plérénones, quelques travaux qui ont montré que l'Inspra, le soir, pouvait avoir sa place. La clonidine, vous savez, qui est un médicament très particulier, c'est un sympatholytique périphérique, mais un sympathomimétique central. Et puis les inhibiteurs calciques à demi-vie courte. Donc, ça va vraiment être un peu cet empirisme. J'augmente la pression artérielle le jour et je fais baisser la pression artérielle de nuit. Alors toi, tu vas fort. Tu proposes quand même le Viagra la nuit, quoi. Hein. Pas que pour l'hypertension. Eh oui, c'est ça. Hein. Ça, j'avoue que je l'ai jamais fait. Hein, donc, je vois qu'on a dépassé de 3 minutes. Donc, c'était vraiment très, 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 très intéressant. On comprend pourquoi on va tous se retrouver le 7 juin au Petit Palais, parce qu'on a vraiment de quoi discuter. Il y avait encore trop de questions, mais on n'a pas eu le temps de tout faire. On en gardera pour le Petit Palais. On va remercier les 3 orateurs. On remercie le laboratoire HAC Pharma pour nous avoir permis de faire ce webinaire sur une thématique qui n'est pas classique. Et puis, je vais juste dire un petit mot. Atou nous a parlé du chocolat, de l'alcool. Il nous a pas parlé du cigare, mais Atou est un grand fan de cigare, mais ça marche pas pour l'hypotension, donc tu as bien fait de pas en parler. On vous remercie tous. À très bientôt. Et on espère vous retrouver bientôt pour parler non pas de Anon, mais de H1. Au revoir. Bonsoir.